Elle était la sauvage, impulsive, magnétique, la première à courir après la gloire pendant que sa sœur Catherine restait dans l'ombre. Françoise d'Orléac a posé pour Dior, s'est heurtée à Truffaut sur le plateau comme dans la vie, et brûlait d'une lumière si vive qu'on ne pouvait l'oublier. Elles partageaient un lit superposé à la maison, puis devinrent jumelles chantantes dans Les Demoiselles de Rochefort. Quelques jours plus tard, Françoise manqua un virage sur la route de l'aéroport et n'y arriva jamais. Son corps fut retrouvé dans les décombres, identifié seulement par des fragments de journal intime et un permis de conduire fondu. Pourquoi sa famille est-elle restée silencieuse pendant 30 ans? Et que serait-elle devenue si elle avait vécu ne serait-ce qu'un jour de plus? La fille qui ne voulait pas être une star. Née à Paris en 1942, Françoise Paulette Louise d'Orléac était la première fille des acteurs Maurice d'Orléac et René Simoneau. Élevée dans un foyer baigné par la tradition théâtrale, elle fut la rebelle dès le départ. Exclue du lycée Fontaine pour son « esprit insolent », elle n'était pas faite pour la conformité tranquille. Son père, qui travaillait dans le doublage, lui offrit un premier rôle vocal à seulement 10 ans, et à 17 ans, Françoise avait déjà posé pour Dior et étudiait au Conservatoire d'art dramatique. Mais derrière le vernis, il y avait de l'inconfort. « Je suis la reine de la symétrie », disait-elle en plaisantant à moitié au sujet de son apparence. Elle détestait son nez, ses taches de rousseur, ses bras trop longs. Même lorsque son visage paraissait sur les couvertures des magazines, elle doutait profondément de sa beauté. François Truffaut, qui l'a brièvement aimée, la décrira plus tard comme ayant « le physique d'une algue ou d'un lévrier, fragile, élastique et mystérieusement belle ». Sa beauté, à bien des égards, était en avance sur son temps. Entre 1960 et 1967, Françoise d'Orléac tourna près de 20 films, oscillant entre comédies françaises et thrillers anglophones. Aux côtés de Jean-Paul Belmondo dans L'Homme de Rio, elle éblouit le public par son charme téméraire, presque chaotique. Pieds nus dans les rues de Rio, robe bleue courte, cheveux au vent, regard rieur, une image gravée à jamais dans la mémoire d'une génération. Mais c'est la peau douce de Truffaut qui changea tout. Le tournage fut tendu, elle le trouvait insupportable et lui la jugeait exaspérante. « En fait, il me trouvait insupportable », admit-elle plus tard. Pourtant, entre les prises crispées et les silences fragiles, l'antipathie se mua en tendresse. Ils devinrent amants. Un temps. Il l'appelait Framboise. Roman Polanski vit en elle une autre facette. Dans Cul-de-sac, il poussa Françoise dans des eaux profondes, au sens propre comme au figuré. Le film la montrait nue, en larmes, torturée, une image à 1000 lieues de la légèreté musicale de son image publique. Elle ne broncha pas. Polanski dira plus tard qu'elle était l'actrice la plus courageuse, avec qui il ait travaillé. Elle était aussi, semble-t-il, la plus seule. Sœur dans l'ombre. Alors que sa carrière fleurissait sous les projecteurs, Françoise d'Orléac restait profondément enracinée dans son monde privé, celui de l'appartement familial du 159 boulevard Murat dans le 16e arrondissement de Paris. Ce n'était pas qu'un simple endroit pour dormir entre deux tournages. C'était une forteresse de souvenirs partagés, d'intimité et de réconfort, une enfance qui refusait de lâcher prise. Bien après ses 20 ans, Françoise partageait encore une chambre et un lit superposés avec sa jeune sœur Catherine. L'une au-dessus, l'autre en dessous. Deux femmes à l'aube de la célébrité, se brossant toujours les dents au même lavabo, se disputant encore pour un pull emprunté ou pour savoir qui utiliserait la salle de bain la première. De l'extérieur, elles semblaient inséparables. Deux sœurs si semblables qu'on pourrait les croire jumelles, écrivaient les journalistes, charmés par leurs cheveux blonds, leurs grands yeux et leurs sourires en miroir. Mais ceux qui les connaissaient vraiment savaient, elles n'étaient pas jumelles. Elles n'étaient même pas pareilles. Françoise était l'extravertie, la rebelle, la volcanique.
C'est elle qui avait étudié au conservatoire, appris Racine et Molière par cœur, rêvé de théâtre avant de rêver de cinéma. Catherine, plus réservée, plus hésitante, confia un jour qu'elle ne suivait Françoise sur les plateaux que parce que cela paraissait amusant. Et Françoise, elle ignorait qu'elle traçait les rails sur lesquels roulerait le train d'une autre. La vérité, avouera plus tard Catherine, c'est qu'elle était l'actrice. Je n'avais aucune ambition. Je jouais à me déguiser à côté d'elle. Mais le destin, ce fantôme cruel, en décida autrement. En 1965, tandis que Françoise s'envolait pour l'Angleterre tourner cul-de-sac avec Roman Polanski, affrontant les plages glacées, les scènes de larmes et un réalisateur connu pour son intensité, Catherine resta en France et entra par hasard dans l'histoire du cinéma. Jacques Demy l'a choisie pour Les Parapluies de Cherbourg, une comédie musicale entièrement chantée qui captura l'esprit de la nouvelle vague et la mélancolie poignante de l'amour perdu. Le film remporta la Palme d'Or à Cannes. Le même festival accueillait La peau douce de Truffaut, le film de Françoise, mais celui-ci fut mal reçu. Trop austère, trop adulte, une histoire d'adultère et de frustration. Tandis que le film de Catherine s'envolait dans des couleurs pastel et des mélodies légères, celui de Françoise s'enlisait dans la critique. Pour Catherine, ce triomphe fut teinté de culpabilité. Il y eut cette confrontation terrible à Cannes, se souvint-elle plus tard dans le podcast à voix nue. Les Parapluies ont remporté le Grand Prix. Le film de Françoise, non. Le voir mal accueilli, la voir souffrir, cela a gâché ma joie. Je ne pouvais pas fêter ma victoire en la voyant blessée. Ce schéma se répéterait. Françoise ouvrait la voie, Catherine arrivait ensuite, et c'était elle qui gagnait. Leur dernière collaboration, Les Demoiselles de Rochefort, aurait dû être une apothéose, une célébration de la sororité, un musical à l'américaine signé Demy avec Gene Kelly. À l'écran, elles étaient radieuses, deux blondes en robe pastel chantant l'amour et l'aventure. Mais derrière la caméra, une tension sourde vibrait. Les journalistes scrutaient chaque geste. Ce sourire, était-il sincère? Ce regard, un peu figé, Catherine reculait-elle quand Françoise avait plus de répliques? Et Françoise, était-elle agacée que Catherine soit souvent au centre du cadre? Sous le maquillage et les harmonies, quelque chose de brut persistait. La sensation que Françoise, malgré son éclat, s'effaçait doucement. Elle ne se trouvait pas belle, confiera Catherine des années plus tard, avec la lucidité triste du souvenir, alors qu'elle l'était, éblouissante. Mais elle ne le voyait pas. Françoise comparait ses traits à ceux d'un moujik, trop fort, trop anguleux, trop éloigné de la douceur que représentait Catherine. Elle se cachait sous des chapeaux, des cols roulés, des couches de maquillage qu'elle effaçait avant de sortir. Elle enviait la sérénité de Catherine, son calme, sa grâce naturelle. Et Catherine enviait à Françoise son audace, sa flamme, cette capacité à illuminer une pièce d'un simple éclat de rire. Elles se disputaient souvent. Nous nous querellions beaucoup, admit Catherine en 2004. Elle critiquait ma vie, sans ménagement, mais elle me protégeait aussi. Leur lien était une danse de miroirs, à la fois tendre et tranchant, protecteur et douloureux. Sur les plateaux, elle se lançait des piques pleines d'ironie. Catherine plaisanta un jour que Françoise ne deviendrait jamais mère avec un visage pareil. Françoise répliqua que Catherine avait l'air épouvantable ce jour-là, sans doute parce qu'elle en était déjà une. La joute se termina par un baiser maladroit et du rouge à lèvres bavé. C'était vrai, un imparfait, et terriblement humain. Comme Catherine le dira plus tard, nous étions deux moitiés d'une même femme. Peut-être qu'ensemble seulement, nous étions entières. Et puis, trop tôt, une moitié s'en est allée, un cœur qui refusait d'appartenir. Françoise d'Orléac ne sortait pas avec les hommes, elle les dévorait. L'amour pour elle n'était pas une chandelle qui se consume lentement, mais une allumette craquée dans le noir, brûlante,
éclatante et trop vite consumée. Jean-Pierre Cassel, son premier véritable amour, écrira un jour « Elle fut l'amour de ma jeunesse. Ce genre d'amour qu'on ne dépasse pas, on le porte autrement. » Ils se rencontrèrent en 1960 à l'Epi-Club, un night-club en vogue de Montparnasse. Il avait 10 ans de plus qu'elle, déjà en pleine ascension dans le cinéma français. Elle, 18 ans à peine, encore plus flamme que vernis. Ils dansaient, se disputaient, se retrouvaient, se perdaient dans l'autre. Pendant un temps, ils furent inséparables. Et pourtant, ils n'emménagèrent jamais ensemble. Françoise insistait pour rentrer chaque soir dans l'appartement familial, retrouver Catherine, le lit superposé, et ce désordre qu'elle prétendait haïr, mais qu'elle ne quittait jamais vraiment. Cassel comprenait mieux que quiconque son agitation. « Elle avait des ailes », dira-t-il plus tard. Et chaque fois que je croyais qu'elle allait se poser à côté de moi, elle reprenait son envol. En 1964, elle vécut une liaison brève, mais ardente avec François Truffaut, pendant le tournage de La peau douce. Leur relation fut un duel, intellectuelle, orageuse, pleine d'émotion et de contrôle. Truffaut, éternel cinéphile, la surnomma « Framboise », un clin d'œil à la douceur et à l'acidité du fruit. Ils se disputaient sans cesse sur le plateau. Elle contestait son autorité, il la traitait d'impossible. Et pourtant, ils revenaient toujours l'un vers l'autre. Leur histoire ne dura pas, mais l'attachement demeura. Interrogé plus tard à son sujet, Truffaut confia simplement « Je ne m'en suis jamais vraiment remis ». Dans ses lettres, il la décrivait comme « sauvage, brillante et toujours en fuite, de moi, d'elle-même, de tout ». Il y eut toujours quelqu'un d'autre. Sur le tournage de L'Homme de Rio, sous la chaleur étouffante du Brésil, Françoise aurait eu une aventure avec un technicien local nommé Gilberto. Elle n'en parle jamais, et personne n'en dit grand-chose. Mais ceux qui étaient là se souviennent du regard qu'elle posait sur lui, joueur avide, fasciné. Elle n'était presque jamais seule pendant un tournage, raconta un ami de l'équipe. Elle collectionnait les cœurs comme d'autres collectionnent les cartes postales. Des années plus tard, ceux qui l'avaient aimée en parlaient encore avec un souffle brisé. Le comédien Guy Bedos, qui vécut une brève romance avec elle au milieu des années 60, confia à Libération. « J'ai eu une fiancée, Françoise d'Orléac. Depuis sa mort, je ne peux plus passer devant le Louvre sans la voir. » Mais malgré son intensité, Françoise ne se donnait jamais tout entière. Ses amants la décrivaient comme insaisissable, tendre un instant, lointaine le suivant. Elle pouvait vous enlacer, parler d'éternité, puis s'évanouir dans le travail, la famille ou ses propres silences. Elle avait peur de rester, écrira Cassel dans ses mémoires, et peur de partir. Elle allait trop vite pour qu'on puisse la retenir. Ce n'est pas qu'elle ne savait pas aimer, c'est qu'elle aimait trop fort, trop librement, trop vrai. Mais elle ne croyait pas à la permanence. Elle craignait la lourdeur des attaches, la lenteur des habitudes. Pour elle, l'amour était une scène, et comme toute scène, il devait bien un jour tomber le rideau. Certains dirent qu'elle cherchait quelque chose qu'elle ne trouva jamais. D'autres, qu'elle fuyait quelque chose qu'elle ne pouvait nommer. La fin que personne n'avait prévue. Le matin du 26 juin 1967, Françoise d'Orléac venait de passer le week-end à Saint-Tropez. Une courte parenthèse entre interview, projection et avant-première. Les demoiselles de Rochefort étaient encore à l'affiche, encore en effervescence, et Françoise, avec sa sœur Catherine, en était le cœur battant. Elle devait rentrer à Paris pour une séance photo prévue, puis s'envoler vers Londres pour représenter le film lors d'une projection de gala. Mais elle était en retard, comme toujours. Ses appels à l'aéroport de Nice trahissaient une pointe d'angoisse. « Retenez l'avion !» aurait-elle supplié. « J'arrive dans 10 minutes. » Elle fit sa valise à la hâte, la jeta dans une Renault 10 blanche de location et prit seule la route de l'autoroute A8 en direction de l'aéroport. Il faisait très chaud ce jour-là, presque insoutenable, mais l'asphalte demeurait glissant après une pluie d'été.
Entre Villeneuve-Loubet et la sortie de Nice, à une dizaine de kilomètres seulement du terminal, Françoise manqua la bretelle vers l'aéroport. Ce qui se passa dans les 60 secondes suivantes est gravé à jamais dans la mémoire et dans la légende. Des témoins racontèrent que la voiture avait brusquement dévié. Peut-être un réflexe, peut-être une panique. La Renault fit une embardée, traversa la bande d'arrêt d'urgence et percuta de plein fouet un panneau en béton. Le véhicule fit 1 ou 2 tonneaux avant de s'écraser sur le toit dans un fossé peu profond. Puis, le silence et le feu. En quelques instants, les flammes envahirent l'habitacle. Un chauffeur-livreur, premier arrivé sur les lieux, tenta de s'approcher. Il raconta plus tard avoir aperçu une femme à l'intérieur, agitée, tentant désespérément de détacher sa ceinture, de forcer la portière bloquée. Elle criait. Mais les flammes furent trop rapides, trop intenses. Personne ne put l'approcher. La voiture explosa. Françoise d'Orléac mourut seule, à portée de vue des pistes de décollage. Elle n'avait que 25 ans. Lorsque les pompiers arrivèrent, la voiture n'était plus qu'une carcasse calcinée. Son corps, méconnaissable. Aucun passeport, aucun bijou. C'était un miracle qu'on ait pu l'identifier. Dans les débris, les enquêteurs retrouvèrent quelques fragments. Un morceau de chéquier, un agenda en cuir avec quelques rendez-vous griffonnés et un lambeau fondu de son permis de conduire. Rien d'autre. À l'aéroport, les haut-parleurs continuaient d'appeler son nom. Mademoiselle d'Orléac, veuillez vous présenter à la porte 7. L'avion embarqua. La porte se ferme. Le vol partit sans elle. La nouvelle atteignit Paris en quelques heures. Catherine Deneuve, alors âgée de 23 ans, fut parmi les premières averties. Sous le choc, elle prit le premier avion pour Nice afin d'identifier le corps. Ce qu'elle vit, elle ne le raconta jamais. Des décennies plus tard, elle en parlerait à peine, la voix basse. « Un poids de plomb est tombé sur nous », confia-t-elle dans À voix nue. « Il est devenu impossible de parler d'elle. » Le silence était total. Dans l'appartement familial du boulevard Murat, leurs parents, Maurice et René, s'effondrèrent sous le chagrin. René, déjà fragile, se referma complètement. Maurice, autrefois pilier d'une lignée théâtrale, se mura dans le silence. Catherine, la seconde fille, prit alors la relève. « Je n'étais pas prête », avouera-t-elle plus tard, mais il fallait que quelqu'un tienne debout pour les autres. Il fallait continuer. Elle organisa les funérailles, une cérémonie discrète à Seine-Port, le village d'enfance de Françoise. Le cercueil resta fermé. Peu de photos existent de cet instant. Catherine y était accompagnée de son mari d'alors, David Bailey, et d'amis proches de la famille, dont Jean-Pierre Cassel et Jacques Demy. On raconte que Demy pleura pendant toute la messe. La tombe de Françoise repose dans le caveau familial, sous une simple pierre de marbre. Pas de monument, seulement une inscription et un petit vase pour les fleurs. Elle est souvent visitée, mais rarement évoquée. Pendant des années, la famille d'Orléac traita sa mort comme un sujet interdit. À table, on n'en parlait pas. Ses photos restaient dans des tiroirs, jamais accrochées au mur. Catherine enfouit sa peine dans le travail, non par effondrement, mais par rigueur, par pudeur. Quelques mois plus tard à peine, elle tournait déjà un nouveau film, La sœur qui a survécu. Après la mort de Françoise en 1967, c'est comme si le monde avait déplacé son projecteur. Catherine Deneuve, encore en deuil, encore sous le choc, se retrouva seule face à un destin qu'elle croyait autrefois partagé. Mais sa carrière, elle, ne s'arrêta pas. Elle s'envola. Moins d'1 an plus tard, elle tourna dans Belle de jour de Louise Buñuel, consacrant son image d'icône du cinéma, froide, sensuelle, énigmatique. Puis vinrent Le dernier métro, Les Prédateurs, Indochine et plus d'une centaine de films qui traversèrent les genres, les décennies et les continents. Elle devint le visage même du cinéma français. Et pourtant, derrière chaque rôle, chaque tapis rouge, chaque discours de récompense, flottait un fantôme hors champ, une ombre rousse au rire rauque, la sœur disparue,
mais jamais vraiment partie. Je la vois partout, avoua un jour Catherine, dans les miroirs, dans mes gestes, dans ma façon de traverser une pièce. Pendant des décennies, le nom de Françoise resta interdit dans la maison des d'Orléac. La douleur était trop vive, le silence trop épais. Ses photos n'étaient pas exposées, ses films rarement évoqués. Catherine admit plus tard qu'elle avait appris à vivre avec ce poids en l'enfouissant, jusqu'à ce qu'il devienne impossible de le taire. Près de 30 ans après l'accident, en 1996, Catherine rompit enfin le silence. Avec le romancier Patrick Modiano, elle publia « Elle s'appelait Françoise ». Un hommage intime, à mi-chemin entre la confession et la respiration longtemps retenue. « Elle est toujours avec moi », écrivit-elle. Pas comme un souvenir, mais comme une présence que je n'ai jamais eu le temps d'apprendre à connaître. La même année, la réalisatrice Anne Andreu présenta le documentaire du même nom. Pour la première fois, le public découvrit les sœurs telles qu'elles étaient vraiment. Non pas des icônes lointaines, mais deux jeunes femmes, riant, se taquinant, répétant leurs répliques au soleil, partageant des secrets entre deux prises. On y voyait des images inédites des demoiselles de Rochefort, des extraits d'interviews, des fragments de vie hors caméra. Et à travers ces images tremblantes, leur lien apparaissait dans toute sa vérité, protecteur, concurrent, fragile, profond. Dans le film, Catherine parle sans détour de la rivalité que la presse avait exagérée, notamment lors de Cannes 1964. Elle voulait être Garbeau, dit-elle doucement. Moi, je voulais seulement être sa sœur. Mais ce n'était pas seulement Cannes ou la carrière qui la hantait, c'était la responsabilité. Après sa mort, je suis devenu le pilier. Pour mes parents, pour mes sœurs. Mais je n'étais pas prête, confia-t-elle. J'ai dû faire semblant d'être forte alors que j'étais encore brisée. La disparition de Françoise ne modifia pas seulement la trajectoire de Catherine, elle la redessina tout entière. Chaque rôle qu'elle accepta, chaque scénario, chaque amour choisi ou refusé, portait la marque muette de l'absence. Même les lieux changèrent de sens. Catherine cessa de fréquenter Saint-Tropez pendant de longues années, et la portion de route menant de la mer à l'aéroport de Nice, celle où la Renault de Françoise s'était embrasée, resta une blessure trop profonde pour être revisitée. Et pourtant, malgré le silence, Françoise survécut. Elle repose dans le petit cimetière paisible de Seine-Port, le village de son enfance. Une place de Rochefort porte désormais son nom. Ses films, La peau douce, L'homme de Rio, Cul-de-sac, continuent de résonner sur les écrans. De nouvelles générations redécouvrent son visage, ses répliques, son rire. Dans sa vie brève et fulgurante, elle s'est taillée une place hors du temps. En 2022, pour le 55e anniversaire de la mort de sa sœur, Catherine confia à Le Monde. « Je crois que ma sœur est toujours là. Elle existe dans notre époque, parce qu'elle n'a jamais eu le droit de vieillir. Et peut-être est-ce là le cadeau étrange et cruel du destin de Françoise d'Orléac. Elle demeure intacte, figée dans l'éclat vibrant, chaotique et magnifique de la jeunesse. Pour toujours 25 ans, pour toujours en train d'arriver, sur le point de commencer. Françoise d'Orléac a vécu comme si elle savait que le temps lui serait compté, aimant avec fureur, travaillant sans relâche, riant à gorge déployée, et juste au moment où le monde commençait à reconnaître son éclat, il l'a perdu. Quel est votre film préféré de Françoise d'Orléac? Pensez-vous qu'elle serait devenue une star mondiale, à l'égal de sa sœur, si le destin lui en avait laissé le temps? Dites-le nous en commentaire. Et si cette histoire vous a ému, aimé, partagé et aidé à faire revivre la mémoire de cette étoile partie trop tôt,